Salut à tous, c'est la Queen Kabassa. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur Willie Lynch et la maîtrise des esclaves noirs depuis le temps des plantations jusqu'à nos jours. Alors, mes vidéos suivent un peu le même format que mes articles. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voient cette vidéo pour la première fois, donc je suis une blogueuse. J'écris des articles sur l'Afrique, sur son histoire et sur sa mémoire. Alors, comme je disais tantôt, je fais ces vidéos sous le même format que mes articles et mes articles suivent le même format qu'une série. Donc comme dans une série, tu as des saisons, tu as plusieurs épisodes, etc. Donc en ce moment, on est sur la série Willie Lynch sur la maîtrise des esclaves noirs depuis le temps des plantations jusqu'à nos jours. Ouais, c'est un peu long. J'ai plusieurs séries que vous pouvez déjà trouver sur mon blog. J'en ai écrit plusieurs. Aucune n'est vraiment terminée parce que je m'intéresse à plusieurs sujets. Donc je commence et voilà, elles sont toutes en cours, on va dire. Et cette série, elle est vraiment importante parce que elle démontre en fait qu'aujourd'hui, les Noirs ne sont toujours pas libres puisqu'on est passé d'un esclavage physique à un esclavage mental, économique et politique. Alors, je pense que c'est très important d'étudier l'histoire sous l'angle de l'actualité. En ce qui me concerne, je pense que si on ne peut pas en fait éclairer son avenir et comprendre son présent, honnêtement, ça sert à rien d'étudier l'histoire. Et moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, bon, je sais pas si vieille que ça, mais j'ai jamais vraiment aimé l'histoire. Je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre bêtement des dates et d'étudier des personnages qui m'intéressaient pas spécialement. Et voilà, c'était une matière que honnêtement je mettais de côté quoi. Mais c'est vraiment super important l'histoire parce que l'histoire n'a de sens que si on peut comprendre son présent et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes articles. C'est pour ça que j'écris aussi cette série parce que même s'il s'agit, on parle d'esclavage et que ça se passe il y a peut-être 200 ans et plus, enfin ça se termine il y a 200 ans mais du coup ça se passe il y a quand même pas mal de temps. C'est important de pouvoir comprendre comment fonctionne notre quotidien et de pouvoir faire des choix en étant libre. On est libre que quand on a le choix. On a le choix que quand on sait en fait et quand on s'instruit. C'est donc le but de ma chaîne, de mes articles et de mes vidéos. Voilà. Alors, qui est Willie Lynch? Je l'ai dit, je l'ai expliqué rapidement, je pense, dans ma première vidéo. Je mettrai tous les liens dans la barre d'information, de description, tout ça, tout ça. Alors, avant de dire qui est Willie Lynch, certaines personnes vont dire c'est un petit peu un débat, Willie Lynch n'existe pas vraiment. Alors ici, il ne s'agit pas de débattre si Willie Lynch il existe ou pas. Ça n'a aucune importance. Le sujet n'est même pas sur le personnage en soi. Le sujet, il est sur la science en fait derrière. Donc c'est ce qu'on va étudier. Willie Lynch est un esclavagiste anglais du XVIIIe siècle qui est invité en Virginie par ses compères esclavagistes donc pour discuter de la question de la maîtrise du noir. Donc bref, donc Willie Lynch il est invité, pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Alors si tu te souviens bien ou si tu sais un peu, tu sais que l'esclavage, que ce soit aux États-Unis, on va dire un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Occident en tout cas, l'abolition de l'esclavage a lieu à peu près, on va dire, à partir du début du 19e siècle avec Haïti. Et puis ça va suivre un petit peu jusqu'à la fin du 19e siècle. Willie Lynch, lui, il est invité au 18e siècle. On va dire qu'un siècle à peu près avant que il y ait un véritable... Qui m'appelle quand je suis en live, putain. Désolée. Un siècle avant que il y ait véritablement ce début, on va dire, d'abolition physique. On a souvent tendance à nous faire croire que, en fait, on nous a donné une certaine liberté, qu'on nous a donné, je sais pas moi, on nous a accordé, en fait, les Blancs ont eu pas une révélation, une épiphanie et ils se sont dit ah bah en fait l'esclavage c'est pas bien, on va libérer les pauvres noirs. Non, pas du tout en fait, c'est un ensemble de mini révoltes qui ont lieu et qui ont en fait abouti à cette
libération physique, on va dire. Et ces mini-révoltes, en fait, elles ont lieu déjà à partir, je pense, de la fin du 17e. Je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, la même année, en fait, en 1712, exactement, quand Willich est invité en Virginie, à New York, tu as eu une révolte qui a tué plusieurs blancs, tu vois. Et tu en as plein, que je ne vais pas citer, c'est pas le but ici, mais c'est juste pour t'expliquer le contexte, c'est-à-dire que Willich, il est invité, en fait, dans un contexte de crise. C'est pas que tout va bien et on l'invite. Non, pas du tout. Il est invité dans un contexte de crise, c'est-à-dire que les esclavagistes qui sont sur place, en fait, ceux qui l'accueillent en Virginie, rencontrent de véritables difficultés avec leurs esclaves parce qu'il y en a trop qui sont rebelles. C'est-à-dire ils brûlent les champs, ils brûlent les bâtiments, ils s'enfuient, ils tuent les animaux. Donc, il y a une double perte économique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord ce que j'appelle pour moi la perte de la matière première, c'est-à-dire voilà, quand tu brûles tes champs, etc. Mais il y a aussi la perte de la main-d'œuvre, puisque quand on t'arrête, hein, une fois que tu as fait tout ça, mais si on t'arrête, on te tue ou on te coupe un membre. Donc, je veux dire, le blanc, il est perdant deux fois. Il perd entre guillemets sa matière première, il perd entre guillemets sa main-d'œuvre. Et en plus de ça, bah, il règne un climat d'insécurité puisque, bah oui, il a aussi peur pour sa vie. Donc, il s'agit véritablement de trouver une solution pour contrôler les esclaves. Il y a une véritable crise, donc un besoin. Et c'est pour ça que Willich est invité. Donc, dans mes recherches, j'ai rarement vu la lettre de Willich traduite en français. Donc, ce que je fais, c'est que je traduis donc quelques extraits. Je vais en lire un là tout de suite pour que bah, chacun puisse au moins, en tout cas les francophones, parce que comme je le disais dans ma vidéo précédente, chez les anglophones, c'est plus un sujet, mais nous on est toujours un peu à la traîne. Je vais lire du coup un extrait de la lettre de Willich et on va un peu l'étudier. On va dire c'est un peu comme une étude de texte, vu que c'est ce genre de truc, c'est clair que tu feras jamais à l'école, c'est dommage, peut-être demain, qui sait. Mais voilà, on va étudier ensemble en fait cet extrait à la lumière de notre présent. C'est ça qui est important en fait. Donc c'est parti. Bou, 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 bou. Alors, donc, c'est parti. Ouvrez les guillemets. Ces méthodes, donc Willich parle des méthodes en s'adressant donc à ses pairs, les méthodes qui ont fonctionné dans chez lui en fait aux Caraïbes, dans sa plantation, dans ses plantations, et qui vient en gros délivrer à ses compères. Donc il dit ceci. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation dans les Caraïbes et elles fonctionneront partout dans le Sud. Prenez cette petite liste de différences et réfléchissez un peu. La première sur ma liste, c'est l'âge. Mais c'est la première différence juste parce que ça commence par un A. La deuxième, c'est la couleur ou le teint. Il y a l'intelligence, la taille, le sexe, la taille de la plantation et le statut de la plantation, l'attitude des propriétaires, si les esclaves vivent dans une vallée, une montagne, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. S'ils ont de beaux cheveux, des cheveux épais, ou s'ils ont des cheveux courts ou longs. Maintenant que vous avez cette liste de différences, je vais vous donner la ligne de conduite à mener. Mais avant cela, je dois vous assurer que la méfiance a plus de force que la confiance et l'envie a plus de force que l'adulation, le respect ou l'admiration. Après avoir reçu cet endoctrinement, les esclaves noirs continueront à le nourrir et à le reproduire eux-mêmes et à partir d'eux-mêmes pendant des centaines d'années, peut-être des millénaires. Ne l'oubliez pas. Vous devez monter le vieil homme noir contre le jeune homme noir et puis le jeune homme noir contre le vieil homme noir. Vous devez utiliser l'esclave à la peau foncée contre l'esclave à la peau claire et l'esclave à la peau claire contre l'esclave à la peau foncée. Vous devez utiliser la femme contre l'homme et l'homme contre la femme. Alors, donc, c'était un petit extrait. Alors, quand on lit des textes comme ça, la question, je pense qu'on devrait se poser, c'est quelle est la différence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est toujours actuel ou est-ce que c'est véritablement, est-ce que ça appartient véritablement au passé? Si je devais résumer le texte que je viens de lire en une phrase, je dirais simplement diviser pour mieux régner.
Pourquoi? Parce que tu remarques bien en fait que le but bien sûr de Wheeling, c'est de créer des tensions entre les Noirs pour que ceux-ci ne pensent pas à s'organiser, qui ne pensent pas à se rebeller et à briser un petit peu le système, quoi. C'est-à-dire que pendant que ils sont occupés à se chamailler, le maître peut tranquillement dormir la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et tu me diras, mais quel est l'intérêt de créer des tensions entre eux alors qu'ils sont déjà esclaves? Tout simplement, l'intérêt, il est simple, c'est que ils resteront esclaves encore plus longtemps puisque ils ne pourront pas s'organiser, ils ne pourront pas se faire confiance. Et du coup, ils préféreront croire le maître plutôt que croire leurs confrères esclaves, en fait, comme et trouver une solution ensemble, puisque l'union fait la force, n'est-ce pas, pour briser le système. Et tu retrouves exactement le même schéma aujourd'hui, parce que quand tu regardes simplement à côté là, hein, dans nos pays, quand tu regardes le conflit, et je dis bien que tous les conflits que l'on voit aujourd'hui, il y aura une série sur les conflits, on fera un peu de géopolitique, ce sera exclusivement réservé à ça, mais bref, tous les conflits que tu vois aujourd'hui tirent leurs racines de la colonisation. Donc, quand tu regardes simplement aujourd'hui le conflit en Centrafrique chrétien contre musulmans, tu te dis, voilà, pendant que les mecs sont occupés à faire des guerres de religion à 2 sous 50, la France tire son épingle du jeu. Hein, pendant que au Congo, les mecs sont occupés à faire la guerre, les multinationales tirent leur épingle du jeu avec le coltan. Et c'est la même chose, au Cameroun. D'ailleurs, là, on n'attend que ça. Les gens n'attendent que la guerre au Cameroun parce que du coup, ils pourront après exploiter nos terres comme ils veulent. C'est exactement ça. C'est pendant que le noir est occupé à faire la guerre à son voisin, il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Il ne voit pas que l'étranger en fait le guette tranquillement et attend sa chute pour pouvoir exploiter ses terres et exploiter toutes ses ressources. Et c'est exactement ça notre problème aujourd'hui. Et ce problème là, il se traduit pas juste de façon, pas juste de façon géopolitique, hein, les amis, mais aussi dans la société. Il se traduit aussi de façon individuelle, dans le tribalisme, par exemple. Comment tu expliques que, un Bamileke ou un Bassa n'aime pas un Bamileke n'aime pas un Bassa, etc. Moi, je suis Camerounais, donc je pars du Cameroun. Si vous êtes, peu importe d'où vous venez en Afrique, vous devez forcément connaître la même chose. Il y a des gens qui disent, oh, je suis tellement fier d'être noir, vraiment, blablabla. Ils racontent toute leur vie, mais ils préfèrent toujours que leurs enfants épousent des blancs, épousent des étrangers plutôt que leurs enfants épousent leurs voisins parce que ce voisin-là, il est de telle ethnie en fait. Et je n'ai rien contre les blancs, mais c'est pour dire que on va toujours préférer ce qui vient de loin. On va toujours préférer ce qui vient de loin plutôt que ce qui est chez nous là, à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Moi, le tribalisme, je connais très bien parce que je côtoie ça tous les jours de ma vie. Je côtoie ça depuis des années. Et j'en ai marre. J'en ai marre du tribalisme. Stop. Stop. Moi, j'aime mes frères africains, j'aime mes sœurs africaines, d'où que vous soyez, peu importe votre ethnie, on a la même histoire commune, nous sommes tous des Africains. Comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne, il n'y a qu'une seule Afrique. C'est comme comme dirait ma copine Gloire. Salut Gloire. L'Afrique, si tu veux, c'est comme une grande maison et les pays où les ethnies sont simplement des chambres, tu vois. On habite tous dans la grande maison qu'est l'Afrique et gars, on est tous frères. Pourquoi on se ferait la guerre en fait? Ça c'est une chose. Et cette crise identitaire là, tu vois, moi je pense qu'elle est révélatrice quand même d'une certaine haine de soi parce que moi quand je parle, certaines personnes qui rentrent au pays et qui essaient de faire des business, tu te rends compte aussi que en fait en étant au pays où la majorité des personnes sont quand même noires, il y a de la discrimination anti-noire parce qu'on va toujours préférer donner des marchés aux Occidentaux plutôt qu'aux Africains eux-mêmes. Hashtag Orange, hashtag Bolloré, hashtag toutes ces entreprises, la Total, etc. Hein, qui viennent piller notre pays et qui exploitent nos ressources et qui font remonter les capitaux ici, là où je suis, à Paris, enfin, en Occident je veux dire, hein, mais voilà, et voilà.
Pendant ce temps, nous, on meurt de faim. On meurt de faim parce qu'on est trop occupé à faire le... trop de moustiques. Parce qu'on est trop occupé à faire de l'agriculture qui va toujours servir aux Occidentaux, café, coton, etc. Et nous-mêmes, pour nourrir nos populations, on doit importer. Non mais trouve l'erreur. Trouve l'erreur. Et cette crise identitaire-là, cette haine de soi dont je parlais, elle se retrouve aussi, et elle est même d'ailleurs très perceptible chez les femmes africaines. Et c'est-à-dire que, bah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que les femmes africaines ne sont pas complexées. Tu mens, mon frère, tu connais quoi? C'est faux. Si tu n'es pas complexé par ta peau, pourquoi est-ce que tu voudrais te blanchir la peau? Moi, franchement, si je devais refaire genre mon corps, tout ça, moi je serais noire comme la nuit. Je trouve que les femmes qui sont très très noires sont tellement belles. Elles sont tellement belles et je ne comprends pas pourquoi. Putain, il m'a fait peur le chien. Merde. Et je ne comprends pas pourquoi les femmes veulent se refaire la peau. Si tu veux, enfin n'importe quoi, veulent s'éclaircir la peau. Si tu veux changer de peau, c'est que tu complexes. Sauf que la peau blanche, c'est pas ta couleur de peau naturellement. On va dire que je suis raciste, mais ça n'a rien de raciste. Simplement, la femme blanche, elle est blanche avec des cheveux longs et lisses. Toi aussi, tu veux dire que tu veux avoir la peau blanche et les cheveux longs et lisses? Non! Non. Peu importe comment tu vas mettre l'huile de ricin, peu importe comment tu vas défriser tes cheveux, ta nature te rattrapera toujours. Ta nature te rattrapera toujours. La preuve, pour garder ses cheveux lisses, il faut tout le temps se défriser les cheveux. C'est comme ça. Et en plus, ces produits-là non seulement abîment les cheveux, mais créent des problèmes de santé. Mais bref, là, on fera une série, honnêtement, juste sur le cheveu crépus, parce que c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. C'est un véritable complexe et je parle aux femmes. Je dis aux femmes, vous êtes belles comme vous êtes magnifiques. La femme noire est tellement belle. C'est la première femme sur cette planète. C'est la première femme, c'est la mère du monde. Assume ta peau, tes cheveux, embrasse ta beauté naturelle. Tu es magnifique, ma chérie. Et les hommes, s'il vous plaît, encouragez vos femmes à être naturelles, s'il vous plaît. Parce que si elles essaient aussi de s'éclaircir la peau, d'avoir les cheveux, c'est aussi pour vous plaire. C'est aussi pour vous plaire. Donc, osez dire à votre femme, moi j'aime tes cheveux crépus, caressez, touchez ses cheveux préférez toucher ses cheveux crépus plutôt que de toucher sa perruque. Il y a des gars parmi vous, je suis sûre, vous êtes avec des go depuis, vous voyez nu tout ça, mais vous n'avez jamais vu les cheveux crépus, vous n'avez jamais vu les vrais cheveux de la fille. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. On ne cache que ce dont on a honte. Et aujourd'hui, le cheveu est un véritable problème, puisque il y a des femmes qui préfèrent montrer leur corps nu plutôt que de montrer leur chevelure. C'est curieux quand même, non? Donc, cette identité, ce problème identitaire-là, bien sûr, il est... Merde de bug. Bref, c'est un problème important. Et comme je disais, il y aura une série consacrée, honnêtement, exclusivement aux cheveux crépus et à la peau noire. Mais c'est pour dire que voilà, aujourd'hui on a un véritable problème d'identité parce qu'on veut ressembler on veut ressembler aux blancs, parce que inconsciemment ou consciemment on se déteste, tu vois. Et il nous faut retrouver cette estime de nous-mêmes. Il nous faut revaloriser ce qui est propre à l'Africain au lieu de toujours vouloir embrasser ce qui appartient à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et pour terminer, toujours en écho au texte qu'on a étudié tout à l'heure, je vais simplement parler du combat, comme il disait Willy, le petit Willy, entre l'homme et la femme. L'importance de diviser l'homme et la femme. Vous savez, je pense que le premier état, la première nation, c'est la cellule familiale. Quand tu peux maîtriser les familles, tu maîtrises tout le pays. Si tu mets l'homme contre la femme, écoute, c'est pareil en fait. C'est comme tout à l'heure quand on parlait des guerres fratricides, j'ai toujours du mal à le dire. C'est le même objectif et ça comment dire, tu le palpes aujourd'hui quand tu entends parler de féminisme ou d'afroféminisme. Parce que moi je pense que
c'est pas, je pense, c'est la vérité, quand tu étudies un peu l'histoire du féminisme, c'est pas du tout un combat à l'origine pour toutes les femmes d'ailleurs. C'est un combat pour la femme blanche qui veut plus d'égalité, qui veut avoir le droit de vote, qui veut pouvoir porter des pantalons, qui veut pouvoir travailler. Bref, elle veut vivre et je la comprends tout à fait. Elle a raison. Donc elle demande à l'homme blanc, elle exige, elle veut avoir les mêmes droits que lui. Et c'est tout à fait normal. Sauf que pendant ce temps, nous les femmes noires, on était où? Vous croyez qu'on était avec elle? Bah non. On était occupés dans les colonies. Parce qu'on n'avait même pas encore l'indépendance. C'était pas notre combat à l'origine. C'était le combat de la femme blanche pour la femme blanche. Tu vois, aujourd'hui, on a généralisé tout ça, mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, le problème de la femme noire, c'est le problème de l'homme noir. De l'homme africain. C'est notre économie. Nous en sommes là. Nous n'en sommes pas à une guerre des sexes. Il n'y a pas de guerre des sexes dans la mesure où l'homme noir ne maîtrise, quand je dis ne maîtrise rien, c'est pas lui qui maîtrise la politique aujourd'hui, donc il va nous donner quoi. Mais, attention, c'est pas pour dire que... le problème, pourquoi il y a une confusion, c'est parce que avec la colonisation, nos sociétés en fait ont calqué le modèle occidental qui est un modèle patriarcal depuis l'origine. Contrairement... ça j'en parle aussi dans ma série Femmes Noires, Femmes de Pouvoir que vous pouvez retrouver sur mon blog. Contrairement en fait au modèle africain qui est à l'origine un modèle matriarcal. Nous les Africains, nous étions en avance entre guillemets sur notre temps. Ces histoires d'égalité entre hommes et femmes, ces histoires d'avoir des femmes au pouvoir. L'Afrique a connu. Si tu regardes dans l'histoire de l'Afrique et que tu compares à l'histoire occidentale, tu ne pourras jamais trouver autant de reines, autant de femmes pharaons. Et quand je dis reine, c'est pas reine dans le sens femme de roi, c'est reine dans le sens femme de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc, je vais achever sur ça. Ça fait un moment que je parle. J'essaie de voir l'heure. Je vais achever sur ça en vous invitant, il faut que je choisisse si je vous vois, je tutoie. Je tutoie. C'est mieux, on est plus proche comme ça, n'est-ce pas? Donc, je t'invite vraiment à toujours, en fait, apprendre l'histoire dans la perspective de comprendre ton environnement, d'éclairer ton futur. Et de mener une action, parce que c'est clair que c'est pas sur YouTube que les actions se mènent. YouTube ou les réseaux sociaux, bien sûr c'est important parce que ça fait partie de l'éveil, mais clairement c'est sur le terrain, ce n'est que dans l'économie qu'une révolution aura lieu et pourra avoir un impact sur les masses. Je terminerai en citant un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Runoko Rashidi et qui dit ce que tu fais dépend de ce que tu penses de toi-même. Et ce que tu penses de toi-même dépend de ce que tu sais de toi-même. Et ce que tu sais de toi-même dépend de ce qu'on t'a dit. Donc tu comprends bien ici que l'histoire est finalement le sens de la vie en fait, quelque part. Parce que tant que tu ne connais pas ton histoire, tu ne te connais pas toi-même. Et comme je disais tantôt dans mon article, tu es comme... un zombie quoi, tu avances juste comme ça, tu vis sans vraiment vivre, sans comprendre ce qui se passe autour de toi et sans take action. La meuf qui a des bugs en anglais, et sans je suis en train de traduire là, sans pouvoir agir, voilà, sans pouvoir agir concrètement sur ton quotidien. Tu vois ce que je veux dire? À la lumière de ton histoire, tu peux dire ah, voici ce que je veux faire dans la vie, voici comment je vais apporter ma pierre à l'édifice, voilà comment je vais rendre ce monde meilleur, voilà comment je vais apporter ma pierre à l'édifice pour aider l'Afrique à bâtir un avenir meilleur, pour aider au développement de l'Afrique, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, écoute, on se retrouve sur mes réseaux. Je suis beaucoup sur Facebook, donc c'est Queen Lakabassa. Instagram, c'est Queen Lakabassa. Twitter, c'est Queen Lakabassa. Et vraiment partout, c'est Queen Lakabassa. Tu peux t'abonner à ma newsletter si tu aimes bien lire et que tu aimes bien mes articles. Comme ça, à chaque fois que je publierai un article, tu seras tout de suite informé au taquet.